Il y a 80 ans, les Alliés préparaient la plus ambitieuse opération amphibie de tous les temps pour libérer l'Europe occupée par les nazis. À travers les lettres des soldats qui y ont pris part, découvrons, à l'occasion de cet anniversaire, l'histoire de la bataille de Normandie. Voici le premier d'une série de 5 épisodes spéciaux. Nous sommes en mai 1944 et l'avenir du monde se joue en Grande-Bretagne. Depuis 1940, le Royaume-Uni tient bon. S'attendant à une invasion allemande imminente, de nombreux habitants ont pris les armes dans la Home Guard et ont érigé des défenses côtières. Si en 1940, la Royal Air Force a tenu en échec la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre, le Royaume-Uni subit continuellement le Blitz. Aux raids de bombardiers ennemis s'ajoute la menace des bombes volantes, les célèbres et redoutables missiles V1 puis V2 tirés depuis le continent occupé. Toutefois, la Grande-Bretagne reste le dernier bastion allié en Europe et sera le point de départ de l'opération Overlord. C'est à la conférence de Casablanca en janvier 1943 que l'idée d'un débarquement en France prend forme. Et au sommet anglo-américain de Québec en août 1943, le lieu est choisi. Alors que les Allemands attendent les Alliés à Calais, plus proche de l'Angleterre, le Premier ministre britannique Churchill et le président américain Roosevelt jettent leur dévolu sur les plages du Calvados. 156 000 hommes débarqueront en première vague sur 80 km de côte entre le Cotentin et la baie de la Seine. En décembre 1943, le général Dwight Eisenhower est choisi pour être le commandant suprême des forces alliées en Europe, puisque les Américains représentent plus de la moitié de ses troupes. Entre leur entrée en guerre et le 6 juin 1944, près de 2 millions d'Américains vont transiter par l'un des 1108 camps disséminés à travers le Royaume-Uni. Quand ils ne s'entraînent pas aux assauts amphibies, entre 2 manœuvres ou entraînement physique intense, les GIs peuvent faire un peu de tourisme ou aller dîner chez l'habitant. L'armée leur a remis un petit guide de la Grande-Bretagne destiné à les familiariser avec leurs hôtes britanniques, leur pays et leurs coutumes. Depuis de nombreux mois, le peuple britannique se passe de choses que les Américains tiennent pour acquises. Mais vous constaterez que les pénuries, les désagréments, le blackout et les bombardements n'ont pas rendu les Britanniques déprimés. Ils ont une nouvelle gaieté et une nouvelle détermination née de moments difficiles et de malchance. N'essayez pas de dire aux Britanniques que les Américains ont gagné la dernière guerre, ou de faire des moqueries sur les dettes de guerre ou sur les défaites britanniques. Ne critiquez jamais le roi ou la reine. Ne critiquez pas la nourriture, la bière ou les cigarettes des Britanniques. Rappelez-vous qu'ils sont en guerre depuis 1939. Que ceci soit votre slogan. Il est toujours impoli de critiquer ses hôtes. Il est militairement stupide de critiquer ses alliés. Pourtant, dans leurs lettres à la maison, les soldats américains ne mâchent pas leurs mots à l'égard du pays. Ils se plaignent principalement du mauvais temps, de la bière tiède et du blackout qui les oblige à vivre dans la nuit noire afin d'éviter de donner toute cible lumineuse aux bombardiers allemands. Un tankiste écrit « On est plutôt bien installé à présent. On s'habitue à conduire du mauvais côté de la route et à payer avec des pounds, des pence et des shillings plutôt qu'avec du vrai argent. Je suis allé dans la plupart des grandes villes du coin et fait pas mal de campagne. C'est très intéressant, mais je lui préférerais toujours l'Oregon. » Dans mon dernier livre Till the Job is Done, vous pouvez lire ce témoignage du capitaine Otis Hewitt qui servira dans la 4e division d'infanterie américaine. J'ai vu plusieurs secteurs qui ont été gravement endommagés par les bombes. Les gens ont déblayé les ruines et n'ont reconstruit que ce qui était essentiel pour poursuivre l'effort de guerre. C'est d'ailleurs leur première pensée dans tout ce qu'ils font. Est-ce indispensable à la poursuite de la guerre contre l'ennemi? Ils savent aussi réellement ce qu'est le rationnement. Chaque personne reçoit un œuf par mois. T'imagines? Les autres articles rares sont rationnés en conséquence. Tout le monde porte de vieux vêtements parce que rien d'autre ne peut être acheté. Je ne sais plus si je t'ai raconté dans une de mes lettres précédentes la blague que le maître de cérémonie du dernier spectacle de l'USO a raconté sur les soldats américains en Angleterre. Un officier américain a demandé à un civil d'une ville anglaise ce qu'il pensait de nous. « Eh bien, dit l'anglais, ils sont trop payés, trop décorés, trop chaud lapin et trop dans le coin. » Les hommes ont bien ri sur ce coup-là, même si certains ont crié qu'ils n'aimaient pas l'Angleterre et qu'ils la quitteraient à la première occasion. Ça ne me dérange pas d'être en Angleterre, mis à part le fait d'être éloigné de toi. En fait, les relations entre les Américains et les jeunes Anglaises sont excellentes.
Les jeunes Britanniques sont si nombreuses à tomber enceintes qu'un humoriste local plaisante « Pour la prochaine guerre, vous n'aurez qu'à envoyer les uniformes ». En fait, la pluie et le froid mis à part, les Américains se sentent plutôt bien en Angleterre. Certains ont beaucoup d'empathie pour leurs alliés britanniques, comme ce capitaine américain en poste au Chaef, le quartier général des forces alliées en Europe du Nord. La majeure partie du personnel dans mon équipe sont des femmes et à peu près la moitié d'entre elles ont été appelées. Tout le monde en Angleterre de 18 à 45 ans est soit dans l'armée, soit travaille dans des postes essentiels à l'effort de guerre, et ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Les seules qui en sont dispensées sont les mères de jeunes enfants. Certaines de ces filles à l'ATS, la branche féminine de l'armée britannique, ont passé plus de 5 ans dans l'armée et dans leur précédent QG, elles ont été bombardées 2 fois. Pourtant, elles sont toujours très agréables et je ne les ai jamais entendues se plaindre. J'ai complètement changé d'avis sur les Anglais. J'ai aussi vu, en traversant l'Angleterre, les effets du blitz aérien et des bombes volantes. Les Américains ne sont pas seuls en Grande-Bretagne. Ils côtoient des troupes polonaises, françaises, belges, néerlandaises, australiennes, néo-zélandaises, tchécoslovaques, grecques, norvégiennes ou encore danoises. Les Canadiens y sont pour certains depuis 1940. Le sapeur canadien Gerald Kenny est un jeune volontaire qui a soif d'aventure et il s'amuse carrément des raids aériens sur Londres dans l'une de ses lettres. Les forteresses volantes passent chaque jour au-dessus de nos têtes, en chemin pour aller bombarder la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, j'en ai compté 433 en petits groupes. Tu te rends compte ? Ils sont rentrés quand nous étions dans la file d'attente pour le souper, volant assez bas, certains d'entre eux avec seulement 3 moteurs en marche et d'autres 2, mais ils semblent toujours revenir. J'étais en permission à Glasgow il y a près d'une semaine, l'endroit est plein de ricains, de soldats et de marins. Mon ami et moi avons passé notre dernier jour et notre dernière nuit à Londres. Il faisait sombre et nuageux cette nuit-là. Il n'y avait pas de lune et j'ai dit à Dick que Jerry nous rendrait certainement visite. Dick n'était jamais allé à Londres pendant un raid avant et donc il était un peu nerveux. Ils sont bien passés vers 22h. Dick et moi étions dans un pub pour fêter notre dernière soirée, mais nous ne dépensions rien, une jeune fille de l'armée de l'air norvégienne payait ses tournées ce soir-là. Tout le monde dans la pièce dansait tranquillement quand les sirènes ont sonné, ça m'a fait dégriser rapidement. J'ai eu un frisson quand les sirènes hurlèrent tout autour de moi. Les avions tournoyaient près de l'endroit où nous étions et la fille s'est mise à pleurer. Sa mère et sa sœur ont été tuées lors d'un raid, donc c'était un peu dur pour elle. Alors Dick est resté pour lui remonter un peu le moral et je suis sorti. La flak, le tir anti-aérien, retombait partout autour de moi et sonnait comme de la grêle qui se déversait dans la rue. Un éclat, assez gros, m'a frôlé en sifflant et je l'ai ramassé pour le montrer à Dick, qui l'a gardé en souvenir. Nous avons payé un autre verre et nous sommes sortis tous les deux. Cette fois-ci, il y avait des bombes incendiaires partout et les maisons étaient toutes en feu. Bon sang, c'était incroyable. Nous étions sur Russell Square, c'était l'endroit le plus sûr pour dormir, mais ils l'ont attaqué ce soir-là pour la première fois depuis 1940. Les chasseurs volaient en lâchant leurs incendiaires, marquant une cible pour les bombardiers, et je me demandais ce qu'il fallait faire lorsque les œufs commenceraient à tomber. Mais un Warden est arrivé et il a dit que les bombardiers avaient fait demi-tour, qu'ils ne pouvaient pas passer à travers le barrage de tir anti-aérien. D'une certaine façon, j'étais déçu, je voulais me faire enterrer juste pour voir ce que ça faisait. Nous avons trouvé 2 incendiaires qui n'avaient pas explosé, elles étaient proches l'une de l'autre et plantées dans le trottoir en béton. Celle de Dick était facile à sortir, mais la mienne était plantée assez profond et j'ai dû la marteler pendant environ 2 heures avant qu'elle ne se détache et sorte. Chaque fois qu'un Warden passait, je m'asseyais dessus et je faisais semblant d'attacher mes lacets de chaussures. Et le lendemain matin, quand Dick s'est levé, il a retiré sa bombe incendiaire de sous son oreiller et les gars ont failli s'évanouir, disant qu'ils n'auraient pas dormi là s'ils l'avaient su. Jerry les fabrique maintenant avec un retardateur d'après eux. Mais la nôtre n'a pas encore explosé. En tout cas, c'était une nuit palpitante. Pour les Britanniques, ça n'a rien de drôle. Au total, plus de 50 000 civils périront sous les bombes allemandes, en particulier à Londres et à Coventry. Gerald trouvera quant à lui la mort en Normandie et la veille du débarquement, il écrivait l'une de ses dernières lettres à sa mère. Le vieux Monty et Eisenhower sont tous les deux debout sur la côte à se demander quoi faire. Je suppose que la prochaine guerre aura lieu au Canada et aux États-Unis, car il ne devrait bientôt plus rester grand-chose à sauver de l'Europe. Ce soir, il semble y avoir quelque chose dans l'air. As-tu déjà ressenti ça, comme si tu avais un pressentiment? Peut-être que je vais me faire tuer ou quelque chose comme ça. J'ai fait un cauchemar la nuit dernière et j'ai failli arracher la tente. Heureusement que j'étais au niveau du sol. Certains ont déjà rédigé une lettre d'adieu, comme Fleming McConnell dans la 3e division d'infanterie canadienne. Ma chère maman,
Ne sachant pas ce que le destin m'a réservé, j'écris ce petit message d'adieu qui te sera envoyé si je venais à être tué. Je veux en particulier te demander, à toi et à la famille, de ne pas avoir de chagrin quand nous serons séparés, mais plutôt de vous réjouir du fait que le ciel m'ait accordé le grand honneur et privilège d'offrir ma vie à la grande cause de la civilisation et de ce qui est juste. Je ne peux pas en imaginer une plus importante et noble à laquelle dévouer ma vie. Et je suis sûr que vous serez les premiers à être d'accord avec moi. Le jour où j'ai pris le large en direction de la France a été le plus heureux de toute ma vie, et c'était en pleine conscience du fait que c'était pour une mission dont, probablement, je ne reviendrai pas. Si par conséquent je venais à mourir, je mourrais content et reconnaissant envers Dieu du fait qu'il m'ait choisi pour répondre à cet appel. Sur les champs de bataille de France, ma tombe sera en compagnie d'âmes admirables, et je prie pour que vous n'entrepreniez pas de l'isoler, mais que vous trouverez du réconfort dans la pensée que quelque part en France, mes restes reposent honorablement avec l'élite du Canada et de l'Angleterre. Avec tout mon amour pour toi, ma chère maman, et à tous les autres, jusqu'à la fin, votre fils qui vous aime. Les Canadiens, qui viennent prendre leur revanche sur le raid désastreux de Dieppe en août 1942, vont connaître de très lourdes pertes sur Juno Beach. Les Britanniques, quant à eux, poseront le pied sur Gold et Sword Beach avant d'être stoppés net dans leur avance vers Caen. Quant aux Américains, si le débarquement sera un succès sur Utah Beach, notamment grâce à l'action des parachutistes et des bombardements préliminaires de la marine et de l'aviation alliée, celui sur Omaha Beach tournera au carnage. Dans le prochain épisode, qui sortira le 6 juin à 6h30 du matin, nous revivrons ce tragique épisode à travers les mots du ranger Ray Halm. Je vous donne donc rendez-vous le jour même du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, à l'heure H. Abonnez-vous à la chaîne sur votre plateforme favorite pour ne pas la manquer et n'hésitez pas à partager cet épisode ou les autres et à interagir en commentaire. À bientôt pour un prochain Correspondance de guerre.